Espoir, bonheur, joie, envie, mais aussi attente, difficulté, doute, résilience. C'est tout cela parfois désirer un enfant. En France, plus de 10% des couples sont confrontés à une infertilité. Et chaque année, plus de 25 000 enfants naissent par PMA, procréation médicalement assistée. Démarche profondément intime, décision qui se prend seule ou en couple, la PMA est pourtant un parcours à plusieurs, qui implique toute une équipe, orientée vers un seul objectif, une naissance. Voilà plus de 10 ans que j'accompagne des femmes et des hommes dans ces longs parcours. 10 ans que je m'intéresse à cet univers de la PMA, où se tutoient le médical et le psychologique, l'éthique et les avancées technologiques, le couple et les réflexions de société, la science et les croyances, la raison et les sentiments. De toutes ces années à travailler auprès des équipes médicales, à accompagner mes patients, j'ai eu envie de faire un podcast. Pour donner la parole aux femmes et aux hommes qui entreprennent ce long et douloureux parcours, mais aussi aux professionnels de santé qui les épaulent, des mois, parfois des années durant. Jusqu'où aller pour combler son désir de parentalité ? Comment affronter les tabous ? Comment et à qui en parler ? Quel impact sur le couple ? Comment vaincre le découragement et aussi, parfois, la honte ? Je suis Rachel Trèves, je suis psychologue et vous écoutez Parcours. Elles sont vues comme des égoïstes, des inconscientes qui feraient courir de grands risques au développement de leurs enfants. Elles, ce sont les femmes qui font des bébés toutes seules grâce à la PMA. Elles ont souvent entre 38 et 45 ans, ont parfois congelé leurs ovocytes un peu avant leur quarantaine, mais voilà, le temps a passé et elles ne veulent pas devenir maman trop tard et encore moins renoncer à la maternité. Faire un bébé seul, ce n'est jamais vraiment un choix. La plupart auraient préféré le concevoir à deux, mais la vie en a décidé autrement. Elles ont souvent recours à un don de spermatozoïdes en Espagne, en Belgique ou au Danemark, avec des donneurs anonymes ou non. Certaines utilisent leurs propres ovocytes, d'autres doivent recevoir un double don, à la fois d'un ovocyte et de spermatozoïdes. Ce parcours solitaire, Cécile l'a vécu peu après ses 40 ans. Depuis toujours, elle rêvait de construire une famille. J'ai attendu longtemps le papa idéal, c'est vrai. J'ai attendu longtemps même le prince charmant. Alors j'ai compris au fur et à mesure des ruptures et de la vie, parce qu'on comprend en vieillissant que le prince charmant n'existe pas. Mais malgré tout, je m'imaginais complètement faire un enfant. Pour moi, faire un enfant, c'était le faire avec un homme. Et c'est vrai que j'ai attendu le plus possible, le plus que je pouvais, pour rencontrer la bonne personne pour le faire avec moi. Mais la vie a fait que je l'ai pas trouvé. C'est pas faute d'avoir essayé, de chercher. J'estime avoir vraiment multiplié mes chances et essayé de faire la bonne rencontre, mais ça s'est pas fait et le papa, je l'ai jamais trouvé. À 35 ans, Cécile décide de suivre le conseil d'une amie, faire congeler ses ovocytes le temps de trouver le compagnon idéal. Elle part alors en Espagne. Je l'ai fait à l'origine pour me donner du temps, c'est-à-dire que j'étais à un moment de ma vie où je devais avoir 35-36 ans, je crois, 35 ans, et je me suis dit, bon, est-ce que vraiment tu as envie d'un enfant ? J'en étais pas complètement sûre, mais en tout cas, je savais que c'était une possibilité. Donc, vitrifier mes ovocytes, c'était la possibilité pour moi de me laisser le choix encore pendant quelques années, de ne pas être trop prise par cette pression d'horloge biologique et de m'acheter du temps d'une certaine façon. Et je l'ai fait en me disant, comme ça, tu auras le temps de rencontrer quelqu'un. Et tu auras le temps de construire une relation avec cette personne. Et au moins, si jamais tu as des difficultés pour avoir des enfants avec cette personne, tu auras des ovocytes qui seront plus jeunes et ça facilitera les choses. Et en plan B, si jamais tu rencontres personne, éventuellement, tu pourras faire un enfant toute seule. Finalement, j'étais dans une situation où ce besoin d'enfant, à ce moment-là, il était tellement viscéral, tellement fort, que ça m'empêchait complètement d'avancer et ça prenait pas le pas sur tout le reste. C'était devenu obsessionnel, en fait. Et quand on en arrive à ce stade de penser à ça quasiment chaque jour, finalement, c'est un choix sans être un choix. C'est-à-dire que je me sentais un peu au pied du mur. Je sentais que là, c'était devenu trop pressant et que si je n'essayais pas d'avoir un enfant toute seule,
j'allais sans doute le regretter et être malheureuse pendant de nombreuses années, en fait. 2 ans après la congélation de ses gamètes, Cécile se sépare de l'homme qui partage sa vie. Elle est très amoureuse, mais il ne veut pas d'enfant. Je me souviens d'un jour, je me baladais, j'allais rejoindre des amis pour dîner et j'ai croisé un couple et la femme était enceinte. Ils se tenaient par la main, ils étaient super mignons tous les deux. Mais en les regardant, je me suis dit, mais en fait, c'est pas toi. J'ai eu une espèce de flash où je me suis dit, toi, ton parcours, c'est autre chose. Et le lendemain matin de ce jour-là, je me suis réveillée vraiment avec la conviction que ça y est, j'avais pris la décision. Je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, en fait. Cécile, il faut que tu y ailles, il faut que tu tentes. Quand j'ai commencé le process de PMA, j'ai été un peu naïve, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, le plus dur, c'est de prendre la décision. En faisant ce process-là, que j'étais encore fertile, que mon corps était prêt à enfanter. Tous les médecins m'ont dit, voilà, vous avez des bons résultats, c'est super. J'ai pu congeler des ovocytes. Je l'ai fait 2 fois, mais j'avais pas des résultats extraordinaires, mais j'avais quand même des bons résultats pour mon âge. Mais finalement, je me suis dit, bah mince, pourquoi attendre ? Alors que là, ton corps, il est prêt en fait encore. Tu n'es pas trop vieille. Donc pourquoi attendre quelques années et prendre le risque que justement ton corps ne soit plus en âge de le faire, alors que finalement l'envie, elle est là et le besoin, il est là. Et tout mon entourage m'encourageait et me poussait un petit peu en me disant, mais Cécile, tu en parles depuis des années maintenant, donc lance-toi et on sera là. Et voilà, et finalement, congeler mes ovocytes a accéléré finalement mon envie d'avoir un enfant et a accéléré le projet d'en faire un toute seule. La loi bioéthique a changé à l'été 2021, mais quand Cécile veut lancer son parcours PMA, la France ne l'autorise pas encore aux femmes célibataires. Elles doivent être en couple, mais en couple avec un homme. Cécile décide de repartir en Espagne pour une FIV avec donneur. C'est un parcours qui m'a emmenée en Espagne. Moi, j'ai choisi de le faire en Espagne. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui le permettent. L'Espagne, c'est une destination un peu star. La Belgique aussi. Il y a le Danemark, qui est très à la mode en ce moment. En France, ce n'est toujours pas légal, malheureusement. Bientôt, peut-être. Moi, j'ai choisi l'Espagne parce que je me sentais plus à l'aise avec le pays, avec la culture. Et puis, il y avait la question aussi de l'anonymat du donneur. L'Espagne permet l'anonymat du donneur. Et c'est le choix que j'ai fait à ce moment-là. Donc, ça me convenait bien comme pays. Et puis, c'est vrai que c'est un pays où les choses sont assez faciles et rapides. Les cliniques sont très organisées pour accueillir des Françaises. Donc, toutes les équipes parlent français. En quelques mois, enfin même pas quelques semaines, on a un rendez-vous et en même pas 1 mois et demi, 2 mois, si on fait les examens rapidement en France, on peut déjà faire une première insémination ou une première FIV, ce qui est loin d'être le cas dans tous les pays. Donc en Espagne, voilà, c'est vraiment simple, efficace. Il faut sortir le chéquier, ça c'est sûr, mais comme dans les autres pays. Mais ils sont très bien organisés. Donc moi, ça s'est fait là-bas. Pour les femmes qui viennent avec un projet en célibataire, nécessairement l'accompagnement il est différent des couples hétérosexuels puisque c'est quelque chose qui n'est pas autorisé en France et on n'est même pas censé les accompagner. Michael Greenberg, gynécologue, chef de service de médecine de la reproduction à l'hôpital Antoine Béclair. Moi j'ai pris le parti de faire ce que j'étais en tout cas en mesure de faire dans le fait de les accompagner, c'est-à-dire que pour moi l'accompagnement c'est pas forcément que faire leur traitement si je peux pas les faire. Il y a des choses qui sont pas faisables du tout. Mais par contre, leur faciliter le parcours quand il est fait à l'étranger, moi, ça me paraît être... dans ma pratique médicale, ça me paraît être... je suis complètement en paix avec moi-même par rapport à ça, puisque je vois pas pourquoi je n'irais pas aider une femme qui est dans un projet, même s'il doit se faire à l'étranger. Malheureusement, puisqu'on ne peut pas encore le faire de manière officielle, ça va être quand elles vont à l'étranger, de leur retranscrire les ordonnances en français pour leur permettre de le faire, de leur permettre d'avoir la prise en charge à 100% à laquelle elles n'ont pas droit,
de leur faire leurs échographies un peu au pied levé si elles en ont besoin. Enfin voilà, c'est de la disponibilité, de leur prescrire les traitements. Et beaucoup, mais ça c'est très vrai d'une manière générale pour tous les couples qui vont recevoir des soins à l'étranger, même s'il y a pas... Il y a la barrière de la langue, mais tous les centres étrangers se sont formatés pour avoir des gens qui parlent français. C'est très compliqué d'aller recevoir des soins à l'étranger. Et en fait, les couples qui vont à l'étranger, le fait que je puisse valider les traitements qui sont proposés ou leur dire, ou leur proposer moi ma stratégie finalement, et de leur dire finalement, dites-moi ce que vous auriez fait et on va faire ce que vous faites parce que je préfère, j'ai confiance. Ça, c'est super important pour elles. On est complètement dans des demandes légitimes. Moi, elles me choquent pas. On est dans une société où on ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire non, on ne les accompagne pas. Les femmes qui décident de faire un enfant seul doivent affronter le regard de la société. Pesant, il les pousse parfois à douter de la légitimité de leur démarche. C'est un parcours qui demande de dépasser tout un schéma qu'on s'était fait, en fait. Moi, je m'étais imaginé faire un enfant avec un homme, parce que finalement, j'ai été élevée dans cette idée-là. Moi, mes parents sont encore ensemble. Donc, pour moi, c'était complètement naturel de faire un enfant avec quelqu'un que j'aimais. Et le plus dur, pour moi, ça a été de dépasser ce sentiment d'échec, de ne pas avoir trouvé la bonne personne. Et finalement de faire le deuil de cette famille idéale telle que je l'imaginais. Et c'est ça vraiment, ça prend beaucoup de temps et c'est un gros travail. Il y a aussi un sentiment de culpabilité qui est à dépasser. Enfin, moi, je me sentais assez coupable au départ de me dire, mais enfin, c'est un peu égoïste finalement, tu vas faire un enfant toute seule, mais ce bébé, il a rien demandé, il va pas avoir de papa, c'est terrible, tu le prives de papa, alors que moi, je suis très proche de mon père. Donc, c'est un gros travail aussi de devoir dépasser ça. Aujourd'hui, c'est un sentiment, la culpabilité qui est encore présent un peu, mais qui est plus diffus. Et puis, aujourd'hui, je sais voilà, que mon enfant, il a énormément d'amour autour de lui et qu'il a toutes les clés pour être heureux. Mais c'est une situation, c'est un parcours où on se sent assez seul, très seule même. Et pourtant, moi, j'étais très entourée par ma famille, par mes amis. Tout le monde m'a soutenue et encouragée. Mais finalement, c'est quand même un parcours qui est très solitaire. Tous les allers-retours, je les ai faits toute seule. J'ai tout fait toute seule. Et j'ai un peu l'impression, j'avais l'impression que c'était très difficile pour moi de faire quelque chose qui était très simple pour les autres. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, faire un enfant, finalement, on tombe amoureux, on fait un enfant et ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être. Voilà, il y en a qui galèrent un peu. Mais finalement, pour la plupart des gens, c'est assez facile. Il y a des couples aujourd'hui qui ont besoin de passer par la case PMA et c'est très compliqué pour eux, mais pour la plupart des gens, c'est facile. Et moi, j'avais l'impression vraiment d'être un peu une loseuse, quoi. Déjà, de ne pas avoir trouvé le papa, finalement, de le faire toute seule et que ça... Je pensais que ça allait se faire vite et puis ça a pris beaucoup de temps et puis je suis passée par des échecs, par une fausse couche et j'avais l'impression d'être un peu comme une petite tortue qui galère pour avancer, pour qui chaque pas est très très compliqué et qui est dépassée par tous les autres animaux qui sont déjà à la ligne d'arrivée et voilà, moi j'approchais de la quarantaine et je me disais, mais même pour ça, c'est dur. Même pour ça, ça prend du temps. Et voilà, et cette petite tortue, elle marchait pas à pas avec cette grosse carapace sur le dos. Une femme aujourd'hui qui a recours à la PMA seule, j'aurais tendance à dire que c'est sans doute plus simple pour elle que ça ne l'était il y a 20 ans, mais qu'en même temps, elle est toujours soumise précisément à des stéréotypes, à des clichés. Donc, Séverine Mathieu, sociologue, directrice d'études à l'école pratique des hautes études. Une femme seule qui veut un enfant, elle est souvent taxée aussi d'égoïsme, c'est-à-dire qu'elle fait un enfant pour se faire plaisir, qu'elle ne pense pas à cet enfant.
Donc c'est assez éprouvant, j'imagine, au quotidien. Il y a aussi tout ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler dans un langage sociologique les normes de conjugalité, c'est-à-dire que voilà, c'est qu'elle n'a pas trouvé à se caser entre guillemets. Or, c'est Dominique Mel qui a travaillé sur les mères solo, et ce qu'explique Dominique Mel, c'est que c'est en dernier recours qu'elles sont arrivées à cette chose-là de faire un enfant toute seule entre guillemets. Auparavant, elles cherchaient le prince charmant, l'homme avec qui elles allaient faire cet enfant, et puis au bout du compte, elles ne l'ont pas rencontré. Et donc, elles décident de faire un enfant parce que ce désir d'enfant, finalement, c'est ce qui l'emporte sur tout. Et donc, elles se lancent à cette aventure-là avec parfois, effectivement, des regards pas forcément bienveillants sur ce recours à la PMA. Ces préjugés, Cécile les dépasse et elle se lance, seule mais déterminée. Mon parcours, au final, a duré 2 ans. J'ai fait 3 inséminations d'abord, donc c'était la technique la plus naturelle. Moi, je voulais commencer comme ça. Elles n'ont pas fonctionné. C'était des inséminations sans stimulation, sans traitement. Et ensuite, j'ai fait une FIV avec mes ovocytes frais, comme on appelle ça. C'est un peu barbare, mais donc là, je n'ai pas touché au départ aux ovocytes que j'avais congelés. J'ai utilisé ceux que je produisais tous les mois. Et j'ai fait 4 transferts d'embryons pendant cette FIV-là. Le deuxième transfert a été positif. Je suis tombée enceinte. Mais j'ai fait une fausse couche. Et voilà, donc j'ai fait 2 autres transferts ensuite qui n'ont pas fonctionné. Et après cette première FIV, les médecins qui me suivaient m'ont conseillé d'utiliser les ovocytes que j'avais congelés. Et je me suis rendu compte que j'étais déjà très épuisée, psychiquement et physiquement. Et j'ai décidé effectivement de toucher à mon stock. Pourtant, mon stock, je le gardais précieusement au départ en me disant ce sera peut-être pour un deuxième enfant avec quelqu'un, ou ce sera en tout dernier recours dans quelques années. Et finalement, j'ai utilisé mes ovocytes congelés beaucoup plus tôt que prévu. Cécile finit par tomber enceinte et vit une grossesse tout à fait normale. À l'instant où elle rencontre son fils, tout change. La peur qui la hantait durant les mois de grossesse se transforme en joie intense. Je me souviens que j'avais beaucoup de craintes. Je pense que... Alors, c'est sans doute lié au fait que le donneur est anonyme et inconnu, de fait. Peut-être que toutes les mamans, enfin les futures mamans, ont les mêmes craintes que moi, je ne sais pas, mais moi, j'avais la crainte de ne pas me reconnaître dans cet enfant, déjà, de le regarder un peu bizarrement. J'avais la crainte de le trouver moche aussi, je me souviens. Je me suis dit, ça se trouve, il va être moche, je vais le trouver moche, il va pas me plaire. Mais oui, j'avais ces craintes de qu'il me plaise pas, de pas l'aimer, peut-être de le rejeter aussi. Je pense que j'avais ces appréhensions qui sont liées à cette démarche de ne pas connaître le donneur, le géniteur. Forcément, il y a des conséquences, mais finalement, ces craintes-là, j'avais des appréhensions qui ne sont pas du tout vérifiées. Et aujourd'hui, quand je regarde mon bébé, je le trouve magnifique. La plupart des gens me disent qu'il me ressemble. C'est vrai qu'il a des traits très proches des miens. Et je pense au donneur sous plein d'aspects, mais je n'y pense pas quand je regarde mon bébé. Je me demande pas à quoi il peut ressembler à travers les traits de mon fils. Comme de nombreux parents qui ont recours au don de gamètes, Cécile s'est posé la question. Comment raconter à son fils l'histoire de sa venue au monde ? J'ai beaucoup réfléchi à la question de l'anonymat au moment de me lancer. Et finalement, le choix de l'anonymat s'est fait assez rapidement et j'étais très sûre de mon choix. Et à l'époque, vraiment, je m'étais dit,
Si je choisis un donneur qu'on appelle ouvert, donc soit en fait il y a plusieurs options, on peut choisir carrément dans un catalogue, soit il y a aussi l'option de donneur semi-ouvert où là c'est à ses 18 ans l'enfant peut demander à rentrer en contact avec la personne et le donneur peut décider ou non de donner suite. Mais j'étais pas du tout à l'aise, moi, avec ces choix-là, parce que je ne me sentais pas, en fait, d'expliquer à mon enfant pendant 18 ans, oui, à 18 ans, tu pourras faire la demande, ou tu pourras peut-être rencontrer cette personne, alors que j'avais aucune garantie, en fait, derrière que cette personne accepterait ou pas. Ce choix d'un pays où l'anonymat du donneur est garanti a permis à Cécile de communiquer plus facilement avec son fils sur la question des origines, et ce, dès ses premiers jours. Tu n'as pas de papa, en fait. J'étais plus à l'aise avec cette idée-là et de lui expliquer, tu n'as pas de papa, c'est comme ça. Il y a un monsieur qui a donné des graines, que moi j'appelle Monsieur Graine, que tu ne pourras jamais rencontrer. Et moi non plus, mais c'est quelqu'un qui nous a aidés, grâce à qui tu es là. Donc on le remercie 1000 fois, mais on ne peut pas savoir qui c'est. Voilà, j'étais plus à l'aise avec ça. Voilà, ça m'évitait, moi, beaucoup d'angoisse et ça évitait de pouvoir nourrir un fantasme pour mon enfant. Le plus important pour les enfants, c'était de leur dire la vérité. Peu importe ce qu'est la vérité, il faut leur dire la vérité et pas leur cacher la façon dont ils ont été conçus. Surtout que là, il n'y avait vraiment aucune raison de le cacher. Donc je savais que de toute façon, j'allais en parler très tôt à mon enfant. Quand il est né, je me souviens le jour même, quand on est remonté dans la chambre après la salle de naissance, j'étais vraiment complètement euphorique et bouleversée de cette rencontre. Et je lui ai dit tout de suite, en fait. Je lui ai expliqué, je suis hyper contente que tu sois là, je suis tellement heureuse et ça a été très dur, tu sais, pour réussir à t'avoir. Et voilà, tu n'as pas de papa. Et je me suis excusée pour ça. Je ressentais le besoin de lui dire, je suis désolée, tu n'as pas de papa. Mais t'inquiète pas, tu as une maman, tu as des grands-parents, tu as des tatas, des tontons, tu as plein d'amis, tout le monde t'attend, tout le monde t'aime déjà. Et tu fais partie d'une grande famille et moi, je t'aime à la folie. Et je lui ai expliqué comment ça s'était passé, que j'étais allée dans une clinique et qu'il y avait un monsieur qui avait donné ses graines. Donc, j'en ai parlé tout de suite. Au quotidien, mon bébé, je lui parle pas de ça. On a une vie complètement normale, comme n'importe quelle maman et bébé. Et voilà, et on est heureux et on joue et on rigole. Et je suis pas là toute la journée à me demander, oh là là, comment je vais lui dire et à quel moment je vais lui dire. Pas du tout. C'est pas aussi présent que ça. Malgré les doutes, les difficultés et l'obligation de fuir un pays qui ne lui permettait pas de mener une grossesse en célibataire, Cécile est désormais une mère heureuse. Aujourd'hui, je me sens très bien. Je me sens vraiment alignée. Et je me sens... comment dire ? Bon, je me sens très heureuse d'avoir mon petit garçon, qui est formidable. Ça déjà, au quotidien, je trouve que ça se passe super bien. J'avais plein d'appréhensions, notamment sur le fait de reprendre le travail. J'avais peur du rythme. Et finalement, ça s'enclenche bien. On est une super équipe, lui et moi. Par moments... peut-être il y a certaines échographies où j'aurais aimé être accompagnée. C'est vrai que parfois, on se retrouve dans la salle d'attente chez le médecin et autour de moi, il n'y a que des couples hyper unis. Là, on se sent un petit peu seul. C'est un peu dur parfois. Mais la plupart du temps, moi, je ne le ressens pas du tout au quotidien, cette solitude, au contraire. Je suis très à l'aise avec ma situation de maman solo. Les enfants de mon enfant et puis ceux des autres femmes comme moi, je veux qu'ils soient acceptés le plus possible, comme n'importe quel autre enfant.
Vous venez d'écouter Parcours, un podcast de Rachel Trèves, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskiewicz, montage et réalisation Aurélie Rodriguez, Victor Benamou et Vincent Pellegrino. La musique a été composée par Diane Frances.